Donc pour commencer, quelques petits mots sur cette retraite, une retraite à la maison. Euh, Au début, je l'avais appelée retraite en ligne, mais ça sonne pas très bien en fait. Retraite à la maison, tout de suite, ça fait un autre feeling. Je sais pas si vous trouvez ça, mais et en fait, j'ai vu que en y réfléchissant, c'est vraiment aussi la possibilité pour chacun de faire une retraite à la maison. Souvent, une des difficultés qu'on a quand on va faire des retraites ailleurs, c'est que quand on rentre chez soi, on voit pas le lien. On a du mal à installer une pratique chez soi. Et ici, ça peut être l'opportunité en fait pour vous, surtout si vous avez remarqué que vous avez du mal à démarrer une pratique chez vous. Ce moment peut être vu non pas comme juste une retraite d'une journée à la maison, mais comme le début d'une pratique chez vous, de créer un lieu, de créer une ambiance, de créer une habitude. Voilà. Et tout ceci pour moi et pour beaucoup d'entre vous, bah, c'est expérimental. Donc on va voir un petit peu chacun comment on se sent, comment ça fonctionne pour nous. Est-ce qu'on en tire vraiment du bénéfice? Voilà, tout ça est à voir en fait. Et, euh, et on mène l'expérience ensemble. Et toute cette approche d'ailleurs le thème aussi, le thème de cette journée et le thème qui va s'étendre sur 3 journées est aussi un thème dans lequel il faut vraiment cet esprit d'expérimentation. Il y a beaucoup de choses dans ce thème qui vont euh, un peu nous mettre au défi, qui vont mettre nos idées en fait au défi ou nos manières de pratiquer au défi. Et voilà, donc là, il va falloir avoir l'ouverture d'esprit suffisante pour essayer, pour tester des nouvelles choses, pour être voir si c'est possible de remiser un petit peu des idées qu'on a à propos de la méditation, à propos de la nature de la réalité, à propos de qui on est vraiment, voir si on est possible de laisser un petit peu de souplesse de ce côté-là, un petit peu de plasticité, et d'inclure d'autres manières de voir, d'autres concepts dans ces domaines. Donc au début, j'avais pensé à ce cycle comme un cycle non sécable de trois mois. Pour certaines personnes aussi, c'était peut-être difficile de s'engager sur 3 mois, voire euh, une envie de voir un petit peu ce que c'est et comment ça marche pour nous, une retraite à la maison et le style d'enseignement qui est annoncé et tout ça. Et donc, ce que j'ai décidé, parce que c'était tout à fait faisable, en fait, c'était d'ouvrir à faire des cycles d'un mois. Donc ici, en fait, on va faire d'une journée pour ceux qui veulent, mais si vous avez envie, vous pouvez continuer le thème proposé sur tout le mois, même toute votre vie. Hein. Hein, ici, ça va être la permanence, voilà, juste la pratique de voir la permanence dans son quotidien et toute sa vie est extrêmement, c'est profond, c'est libérant. Et donc, si vous preniez juste ça et que vous gardiez juste ça du dharma sur tout le restant de votre vie, ça serait déjà énorme. Et voilà, donc le thème qu'on va aborder et la manière de l'aborder, les deux, le thème qu'on va aborder et la manière de l'aborder sont assez spécifiques. Le thème qu'on va aborder euh, va explorer beaucoup, on va parler beaucoup de la nature de la réalité et de comment on va se poser la question de jusqu'où est-ce que notre esprit construit ce qu'on perçoit de la réalité. En gros, voilà, vous allez voir que ça va se développer. Si là, ça vous fait un gros choc maintenant, euh, attendez d'avoir la suite. Là, comme ça fait un peu comme un gros pavé dans la mare. Mais vous allez voir qu'en fait, il y a beaucoup de sens et beaucoup de manières de comprendre et de se libérer à travers ces compréhensions. Mais c'est spécifique. C'est spécifique dans le sens où c'est juste une approche parmi plein d'approches qui existent dans le Dharma. Et cette approche-ci qui me vient beaucoup ces dernières années d'une relation que j'ai eue avec un enseignant anglais, Rob Burbea, certains d'entre vous le connaissent, qui est décédé il n'y a pas longtemps, et, euh, et qui a cette manière de comprendre les textes du bouddhisme, on va parler beaucoup de bouddhisme, qui a cette manière de comprendre les textes du bouddhisme qui m'a vraiment inspiré et qui m'a vraiment porté dans ma pratique. Et c'est ça que je vais partager beaucoup avec vous. Donc
c'est à la fois une manière de comprendre le bouddhisme. Si vous avez par exemple beaucoup d'années de bouddhisme derrière vous et de connaissance des textes et tout ça, ça va peut-être, à certains endroits, ça va peut-être pas coller avec ce que vous avez entendu avant. Voilà. Et du coup, là, de nouveau, il faut suffisamment d'ouverture d'esprit pour aller explorer et expérimenter ces propositions et voir, en fait, comment ça fonctionne, comment elles marchent pour nous, comment elles nous libèrent. Parce que c'est ça, en fait, l'idée. C'est pas juste de comprendre le bouddhisme, ça n'a aucun sens, ou n'importe quoi. D'ailleurs, ce qui est important, c'est de voir comment cette compréhension me libère, me rend plus libre, me rend plus joyeux, me rend plus ouvert aux autres. Voilà, génère moins de tension, moins de conflits, moins de résistance à la vie telle qu'elle se présente. Quand on trouve des manières de voir qui fonctionnent comme ça, bah, on les garde. Voilà, et puis si elles ne fonctionnent pas comme ça, bah, on ne les garde pas. Et mais aussi, on va parler beaucoup en parlant de la nature de la réalité, la manière dont la réalité se construit, jusqu'où. On va utiliser aussi l'approche un petit peu, on va voir un petit peu du côté de la physique et de la physique quantique, des deux, et aussi un petit peu du côté des neurosciences, de temps en temps quelques références, mais principalement des références du bouddhisme. Mais quoi qu'il en soit, il y a tout un aspect du dharma qu'on ne va pas vraiment aborder, plein d'aspects du dharma qu'on ne va pas vraiment aborder. On ne va pas, par exemple, aborder tout l'aspect éthique. L'éthique, c'est un point très important dans le dharma. Développer les qualités nécessaires à une vie respectueuse d'une façon générale. Donc, toutes les qualités nécessaires pour avoir une vie éthique. Ça aussi, il y a beaucoup d'enseignements dans la spiritualité qui adressent cette section-là, cette manière de bien vivre avec soi-même, avec les autres. Là, ça va être très peu abordé, en fait. C'est pas parce que c'est moins important, mais juste parce que c'est pas le thème. Donc, gardez bien ça à l'esprit. Il n'y a pas cette idée que ici c'est complet ce qui est abordé. Hein, la connaissance de la nature de la réalité, de la construction, de voir, on abordera, on ira jusqu'à des notions de vacuité, mais c'est une avenue d'exploration qui ignore d'autres avenues d'exploration absolument nécessaires aussi, comme l'éthique ou comme la compassion, par exemple. Tous les enseignements qu'on a déjà entendus et toutes les pratiques qu'on connaît, ou certains d'entre vous ne les connaissent pas, mais il y a des pratiques qui développent les capacités de libérer le cœur, d'aimer, et voilà, toutes les pratiques de se relier à l'autre, d'être attentif, d'avoir une attitude bienveillante. Il y a énormément, et c'est très très important, tous ces enseignements sont très importants et ils ne seront pas abordés ici. Voilà, parce qu'ici, il y a une direction spécifique. De nouveau, je tiens à le répéter, c'est très important, pas parce que cette manière de méditer, cette approche proposée est plus importante que les autres, mais juste parce qu'on ne peut pas les aborder toutes en même temps. Il faut bien sectionner pour pouvoir avancer. Et pour remettre aussi dans son contexte la pratique de la méditation et de la spiritualité dans son contexte bouddhiste, en tout cas dans certaines traditions bouddhistes, il y a le vœu du bodhisattva qui est très répandu. Donc il y a beaucoup de pratiquants bouddhistes qui prennent le vœu du bodhisattva qui est qu'ils vont dédier toute leur pratique à la totalité des êtres vivants et ils vont jusqu'à faire le vœu de... donc vous savez qu'il y a la réincarnation dans le bouddhisme et le vœu du bodhisattva c'est je fais vœu de rester dans le cycle des réincarnations alors que le but ultime c'est d'en sortir. Hein. Je fais vœu de rester et de revenir, de me réincarner encore et encore tant qu'il y aura des êtres qui souffrent dans ce monde. Voilà, ça c'est un vœu qu'on peut prendre et du coup, on va explorer la nature de la réalité, la nature du soi, la nature du temps. On va explorer la nature de la réalité de manière à se libérer de tout un tas de visions erronées, de compréhensions erronées qu'on a à propos de la réalité, à propos des choses, parce que ces compréhensions erronées créent des tensions de nous à nous et de nous aux autres. Et on veut se libérer de toutes ces visions erronées, ce que certains appellent illusion, mais j'ai peur d'utiliser ce mot parce qu'il est souvent très galvaudé. Mais ces manières de
percevoir la réalité très différemment de ce qu'elle est réellement et qui génère du coup des attitudes et des réponses qui sont néfastes. Voilà. Alors, le vœu du Bodhisattva, c'est euh, je désire voir dans toute sa profondeur la nature de la réalité pour pouvoir me libérer de la compréhension qui génère de la souffrance pour moi-même et pour autrui. Voilà, donc on peut garder ça à l'esprit pendant toute cette journée ou pendant ces 3 mois, pour ceux qui participent aux 3 mois, que cette pratique qu'on fait, on ne le fait pas juste pour nous-mêmes, on ne le fait pas juste pour se libérer du stress, pour juste un mieux-être ou pour juste parce qu'on est curieux et qu'on a envie de plus connaître la nature de la réalité, mais on le fait aussi, en tout cas j'espère, ce serait intéressant qu'on ait cette attitude, on le fait aussi parce que nous savons qu'en nous libérant de nos compréhensions erronées, de nos manières de voir qui ne fonctionnent pas, et de tout un tas de manières illusoires, en se libérant de ça, on va pouvoir trouver une meilleure place dans ce monde, dans notre monde direct, notre famille, nos amis et tout ça, avec nous-mêmes, et aussi, du coup, que ce soit dans une société, par exemple, ou par exemple, pour le moment, il est très nécessaire et très difficile de savoir quelle est notre place et comment est-ce qu'on prend notre place. Voilà, ça s'inscrit dans ce grand contexte. Mais ici, on va être beaucoup plus spécifique. Beaucoup plus spécifique. Récemment, j'en parle souvent. Donc, récemment, j'ai quelques contacts avec le monde de la philosophie occidentale. Donc, quelques personnes, je dis le monde comme si c'était une grande chose, mais juste quelques personnes, enseignants de philo ou parce qu'on fait un projet avec philosophie et méditation pour les enfants. Et Et j'ai notamment contact avec certains philosophes qui sont complètement réticents à l'idée de la méditation, ou en tout cas pas spécialement à l'idée de la méditation. Le mot aussi est très compliqué, méditation. Il veut dire tout à fait autre chose dans un contexte occidental. Il veut dire en fait penser. Méditer veut dire penser dans le contexte occidental. Donc vous voyez déjà qu'il y a pas mal de confusion possible. Mais donc, il y a beaucoup de réticences, et les réticences sont de l'ordre de, par exemple, certains philosophes vont dire, oui, mais en quoi est-ce que la pratique du silence et de l'instant présent peut nourrir la réflexion? Alors, si c'est pour poser l'esprit, pour que l'esprit soit plus calme, pour pouvoir mieux réfléchir, d'accord, mais pourquoi plus la philo que les mathématiques en classe? Pourquoi est-ce qu'on associerait méditation et philosophie plutôt que méditation et mathématiques, ou méditation et histoire, puisque si l'esprit est posé, il va mieux apprendre, mieux retenir les dates et tout ça. En quoi est-ce que méditation et philo, c'est en lien? Et il y a une résistance quelque part. Il y a une résistance au silence, au moment présent. Il y a voilà, une résistance à cette compréhension qu'ils ont de ce qu'est la méditation. Et d'un autre côté, donc je rencontre quelque chose que je trouve, il y a une extrême là quelque part. Et à l'autre côté, quelque chose qu'on entend souvent aussi, c'est justement, c'est l'inverse presque. C'est la méditation est vue comme se connecter au moment présent, comme voir les choses telles qu'elles sont, comme juste en contact avec ce qui est maintenant. Une attention nue, dénuée de toute prolifération mentale, dénuée de toute interprétation. Juste les choses comme elles sont dans le moment présent. Donc là c'est l'inverse. C'est la pensée qui est kicked out, qui est jetée dehors. Là c'est la pensée qui est problématique. Donc on a ces deux extrêmes. Un petit peu, et nous, on essaie de faire méditation et philo, donc de rassembler un petit peu ces deux mondes. Cette notion que
on va connaître la réalité à travers les sens, elle est très questionnable. Cette notion que ce qu'on perçoit est vrai est très questionnable. Elle est questionnée d'ailleurs depuis la nuit des temps. C'est souvent que nous, dans notre quotidien, on ne se pose pas la question. Ce qu'on perçoit, c'est ça qui est vrai. Voilà. Mais en fait, c'est extrêmement, très facilement, c'est un, je lisais dans un article écrit par un scientifique, un physicien, qui disait que penser que on connaît la réalité par les sens est un point de vue naïf dans le sens, pas dans le sens de la controverse, mais dans le sens du fait que c'est un point de vue qui n'a pas été questionné suffisamment en profondeur. Et en fait, on peut voir que dans la pratique de la méditation, en tout cas dans mon évolution de ma pratique, et je pense dans la pratique de la méditation de la majorité d'entre nous, on peut voir ce cheminement en fait. Au départ, moi, la manière dont j'ai compris, entendu parler beaucoup de la méditation, c'était justement cet instant présent. C'était justement la pleine conscience. C'était justement cette manière de ne pas rajouter de concepts sur l'expérience. Hein, de manière, et c'est magnifique, et c'est extrêmement important à pratiquer. Ah, moi, je vous assure, je ne l'ai pas pratiqué assez. J'ai encore du boulot, question pleine conscience et moment présent. Et donc, cette notion que quand on regarde un arbre, par exemple, il va tout de suite y avoir le mot arbre, il va tout de suite y avoir peut-être une reconnaissance de l'espèce, il va tout de suite y avoir une espèce de travail de l'esprit qui va faire comme si cet arbre faisait déjà partie du domaine du connu. Et du coup, on ne voit plus l'arbre tel qu'il est. Hein, il va y avoir cette notion. Et du coup, quand on revient à la pleine conscience, on va avoir une connexion directe avec cet arbre-là dans sa spécificité, on va le ressentir. Il va y avoir quelque chose de beaucoup plus authentique que si, très certainement, si on a un arbre devant les yeux, mais qu'on pense à tout à fait autre chose, on ne le voit pratiquement pas. On pourrait dire qu'on ne le voit pas, on n'a aucune conscience de la présence de cet arbre. Si on arrête un petit peu le petit vélo qui tourne à propos d'autre chose, à ce moment-là, on va avoir plus de contact avec l'arbre. Mais de là à faire le pas de dire qu'on perçoit l'arbre tel qu'il est, c'est un pas qui est grandement questionnable. Grandement questionnable. Et, comme je le disais, grandement questionné depuis des millénaires. Donc, pendant toute l'époque, en fait, en sciences d'Aristote, la science essayait, la physique, c'était une science qui essayait de mathématiser, de faire des lois qui expliquent et systématisent des modèles, en fait, qui expliquent et systématisent ce qu'on perçoit. Jusqu'à l'arrivée jusqu'au XVIIe siècle, où il y a Galilée. Galilée, d'abord, il y a Copernic avec les mathématiques qui est arrivé et qui nous a dit que en fait, il y avait une erreur dans notre manière de voir. C'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Là, déjà, c'était une révolution qui a par après été prouvée par Galilée, qui lui a amené plein d'autres compréhensions sur la nature de la réalité qui sont contre-intuitives. Et c'est là que c'est très important. Là, à ce moment-là, il y a certaines personnes qui parlent du plus grand changement dans le fonctionnement de pensée humain, dans la manière de penser de l'humanité. C'est le XVIIe siècle, avec toutes les découvertes de Galilée, parce que les découvertes de Galilée n'ont plus été faites grâce à l'observation, mais elles ont été faites grâce au raisonnement et au calcul. Grâce au raisonnement et au calcul. Si on observe, il nous est impossible par l'observation de dire que ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre. Il va falloir utiliser la logique pour le comprendre. Et on a la même chose dans l'évolution de la pratique de la méditation. Donc, dans la pratique de la méditation, la pleine conscience, le fait de revenir aux choses telles qu'elles sont, si on peut appeler ça, comme ça, revenir aux choses telles qu'elles sont, la perception directe des choses,
Ça va nous amener à un certain niveau de déconstruction, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de prolifération mentale, on va construire moins des réalités sur la réalité qui se chevauchent, moins de réactivité. Donc il va y avoir une simplification. Mais si on veut aller plus loin dans la compréhension de qui nous sommes et de la nature des phénomènes, cette approche de pleine conscience, à un moment, va se trouver limitée. Et donc, c'est ce qui s'est passé en physique avec ces expériences de Galilée, qui a utilisé des expériences de pensée, c'est-à-dire de la logique, une logique assez systématique, et du calcul, pour faire des grandes lois qui, après, quand on les utilise, ces lois qui sont contre-intuitives, quand on les utilise, ben on remarque qu'on peut prévoir des choses qui s'avèrent être justes, et on peut les utiliser pour créer des choses qui fonctionnent. Et puis, depuis une centaine d'années, avec l'avènement de la physique quantique, alors on entend parler de la physique quantique dans tous les sens, tout est quantique maintenant. Et je suis bien conscient qu'il faut prendre énormément de précautions ici, et que je ne suis quelqu'un... Visiblement, c'est pas possible de comprendre ce que veut dire la physique quantique. Niels Bohr disait, quand il parlait de la physique quantique, il disait, si vous avez compris ce que je viens de vous expliquer, c'est probablement que je me suis mal exprimé. La physique quantique a cette notion où on n'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire, en fait. Mais, clairement, ce qui s'est passé, c'est que depuis Galilée, ça a continué dans cette direction de plus en plus abstraite, de plus en plus contraire à ce qu'on perçoit, contradictoire, contre-intuitive, pour en arriver à un formalisme mathématique très développé qui nous fait comprendre, qui génère des compréhensions de la réalité, une réalité qu'on ne peut plus voir, on ne peut absolument pas voir ce dont on parle. Les atomes et les quantas et tout ça, la matière au plus petit, personne ne l'a jamais vu. Personne ne l'a jamais vu. Mais on fait des calculs qui nous fait comprendre le fonctionnement de cette matière. Et quand on applique ces calculs dans d'autres domaines, ça marche. C'est comme ça dans cette technologie qu'on utilise pour le moment pour faire ce discours et pour se voir, il y a le résultat d'expériences quantiques. Ce qui est utilisé pour créer les éléments informatiques, il y a de la physique quantique. Déjà maintenant, il y a des expériences qui ont amené à des découvertes sur lesquelles sont basées une grande partie de notre technologie, et de plus en plus, et ça va très très vite, on n'est pas au courant en fait, mais ça va extrêmement vite. Et donc toute cette réalité découverte, quand on va dans le monde de l'extrêmement petit, est totalement contre-intuitive. Et on va avoir un petit peu le même parcours dans notre recherche spirituelle si on veut aller au-delà de juste l'apaisement de l'esprit. Quand on va pratiquer la pleine conscience, on va arriver à un certain apaisement de l'esprit. Mais on ne va pas aller jusqu'à désamorcer ce qui agite l'esprit. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, imaginons que on a... laissez-moi trouver un exemple. Enfin, imaginons par exemple qu'on a cette notion de nous-mêmes comme étant une victime, un peu ce qu'on appelle une identité de victime. On a toujours l'impression que les gens nous en veulent ou qu'on n'a pas eu de chance au départ, c'est peut-être à cause de notre contexte familial. On a tous une identité ou une autre. J'en choisis une au hasard, l'identité de victime. Qu'elle soit consciente ou non, elle peut être là où on peut avoir un mélange de ça avec d'autres choses. Bref, quoi qu'il en soit, il va y avoir du coup tout un tas de situations qui vont être vécues et elles vont être interprétées à travers cette vision qu'on a de nous-mêmes. Donc quelque chose va se passer et ça va renforcer cette identité et ça va créer des émotions difficiles à vivre.
tout le temps. Alors, avec la pleine conscience, ce qu'on va pouvoir faire, par exemple, c'est on va pouvoir être conscient de l'émotion au moment où elle est là. On la sent, on sent pleinement cette émotion. Et le fait de porter attention à l'émotion va nous permettre de, parfois, pas toujours, mais ça va nous permettre de nous poser, d'être plus en paix avec cette émotion, ça va nous permettre d'apprendre à la connaître et du coup de pouvoir mieux la gérer dans le futur si on a une certaine connaissance de cette émotion. Ou à l'inverse, on va pouvoir ne pas porter du tout notre attention sur cette émotion parce qu'il y a quelque chose de déplaisant et la porter par exemple sur la sensation de l'eau chaude pendant qu'on fait la vaisselle. Et à ce moment-là, on va enlever notre attention de l'émotion, on va se poser dans le moment présent et ça va désamorcer cette prolifération de pensées qui sont générées par cette situation dans laquelle je suis une victime et tout ça. Donc la pleine conscience va nous permettre quelque part de poser et d'évoluer avec ça. Mais elle ne va pas venir désamorcer les racines de la raison pour laquelle on se sent victime. La psychologie, par exemple, va aider dans ce sens-là. Et pour déraciner les visions, les manières de voir qui font que on vit de la souffrance, on vit des difficultés, là je deviens très général, j'étais spécifique, je deviens très général, dans toutes les manières qui nous font ressentir la moindre insatisfaction. Le Bouddha propose 3 points de vue qui vont déraciner un peu tous les points de vue erronés. Erronés, pas dans le sens forcément faux ou vrai, je pense qu'on va éviter d'aller dans la notion des faux et vrais, mais il y a tout un tas de manières de voir notre expérience qui génèrent de la souffrance. Et il y a d'autres manières de voir la même expérience qui seraient comprises différemment et du coup ne généreraient pas cette souffrance. Donc, dans ces 3 manières de voir qu'on va explorer, la première, anicca, c'est l'impermanence. Alors, vous avez tous un minimum de pratique en méditation, et donc on a tous entendu parler de la permanence, et en pratiquant la méditation, on réalise déjà assez naturellement que les choses vont et viennent quelque part. La permanence, ça veut dire simplement que dans notre observation, on ne trouve rien de permanent. Les choses ont un début, une continuité et une fin. Un début, une continuité et une fin. Alors, la permanence, on va commencer avec celui-là parce que c'est le plus facile. Le plus facile à comprendre, la permanence. Je veux dire, c'est la permanence, c'est pas du tout contre-intuitif. Ouais, c'est assez accessible. On le sait tous, en fait. On sait tous que rien ne dure. Hein, on ne vit pas comme si rien ne durait. On le sait, mais on ne l'a pas intégré. Hein, et pourtant, c'est une notion assez simple. C'est de base. Pourtant, quand on regarde la manière dont on vit, on s'attache aux choses comme si elles étaient permanentes. Et la permanence qui est aussi la conscience de la mort, par exemple, eh bien, c'est une quête de tous les jours d'être de plus en plus conscient, en fait, de la mort. C'est Léonard de Vinci qui disait pendant toute ma vie, je croyais que j'apprenais à vivre, mais en fait, tout ce que j'apprenais, c'était à mourir. Et là, la conscience de la mort, le fait de vraiment savoir que cette aventure est limitée, nous permet de nous investir pleinement et d'être pleinement dedans. Et de vivre sans avoir cette conscience de la mort, de vivre comme s'il y avait une espèce... Alors, c'est pas questionné, on se dit pas « je suis éternel », personne ne se dit ça. Mais on vit comme. Et du coup, il y a moins d'attention portée à chaque moment de notre quotidien. Et la conscience de la mort, on peut la transposer à n'importe quel niveau de notre expérience. Quand il y a, par exemple, une douleur, quand on a une douleur, eh ben, on peut avoir conscience que elle n'est pas éternelle. Elle va rester un certain temps et puis elle va partir. Et du coup, cette perspective nous permet de mieux la supporter. Et ça change, en fait.
Quand on croit qu'une douleur est là pour tout le temps, je vous assure que ce n'est pas l'expérience que quand on sait qu'elle va partir. C'est ça qui fait la différence entre nous et les petits-enfants. Les petits-enfants, quand ils ont faim, ils ne savent pas que bientôt on va manger. Ça ne veut rien dire, même si on leur dit. Si on leur dit bientôt on va manger, ah, sois un peu patient, on va bientôt manger. Ça ne veut rien dire du tout. Avoir l'âge de raison, ça ne veut rien dire du tout. Bientôt, le temps, plus tard et tout ça, non, la sensation, elle est là et elle ne peut pas être rationalisée de la sorte. Mais quand on a la conscience de la mort, du coup, on sait que ce moment ne va pas durer et du coup, quand il est difficile, on l'endure beaucoup plus facilement. Et quand il est plaisant, on en profite pleinement parce qu'on sait qu'il ne va pas durer. En méditation, par exemple, quand on a un moment où on n'est pas concentré, ça part dans tous les sens et tout ça, ou bien un moment qui est, il y a une émotion qui est un peu difficile, à ce moment, eh ben, ça va passer. Hein. Quand on a conscience de l'impermanence, on sait que ça va passer. Et puis en méditation, quand il y a un moment où on est bien là, qu'on a l'impression que c'est solide comme du roc, que rien ne peut nous déranger, on est présent, c'est silencieux, c'est calme, c'est agréable, c'est plaisant, et ben quand on a la conscience de l'impermanence, c'est avantageux parce qu'on en profite pleinement, on sait que ça ne va pas durer. Donc cette conscience de l'impermanence, qui va être le thème de notre exploration ici, c'est extrêmement pratique pour faire profiter pleinement de tous les moments de notre vie. Mais ici, c'est pas vraiment le but. Ça, c'est, on va dire, un aspect. Mais ici, on va aborder ce thème avec un angle différent. Dans nos méditations, l'impermanence, l'inconstance, le changement va être l'objet de notre attention. Donc quand on va méditer, on ne va plus méditer avec pour objet les sons, respiration, sensations physiques, une bougie, un mantra ou quelle que soit votre manière de méditer. On ne va plus méditer, comme certains d'entre nous le font, sur awareness of awareness, la conscience de sa propre présence, on pourrait dire. Notre intention et notre regard et notre objet sera le changement, la permanence elle-même. On va observer le mouvement et le passage des choses qui vont et qui viennent. C'est ce qu'on va faire et c'est la méditation que je vais guider après ce discours. Et le but, il y a un double but dans cette manière de méditer et dans cette approche globale sur ces 3 mois. Le but va être, bien sûr, comme dans toutes nos pratiques de méditation, une manière de comprendre, c'est que, en fait, cette manière de méditer va amener un certain lâcher-prise. C'est-à-dire qu'on va lâcher prise quand ça fonctionne. C'est une manière d'exprimer notre processus. On va lâcher prise sur l'attachement aux pensées. Quand on voit que tout va et vient, quand on est bien dans cette observation, quand une pensée intéressante va venir, elle va moins nous prendre. On va moins partir avec. Ça, je vous le dis pour que vous puissiez éventuellement le remarquer, mais c'est à expérimenter, c'est ce qu'on va expérimenter après. Donc on va s'attacher à voir le changement, la transformation, l'évolution, le début, la continuité et la fin de chaque chose. Ce sera notre objet de méditation. Et parce qu'on médite comme ça, il y aura moins de ce qu'on appelle de la saisie. On sera moins pris par ce qui d'habitude nous amène loin de notre méditation. Donc il va y avoir un lâcher-prise, une non-saisie. Ce qui veut dire qu'on va rester plus présent. Quand on reste plus présent, ce qu'on constate, et tout ça je vous le dis de ma propre expérience, mais ça n'a que l'intérêt de vous dire où observer, de pointer du doigt ce qu'on cherche. Quand il y a
par quelque manière que ce soit en méditation, quand il y a un lâcher-prise sur l'attrait des pensées, sur l'attrait de suivre les pensées et tous les phénomènes, à ce moment-là, il y a un apaisement, une sensation de présence plus forte. Et d'une façon générale, ce qu'on va vivre, c'est une transformation dans la manière dont on se perçoit, donc notre sens de nous-mêmes, le self en anglais, le soi peut-être, on pourrait utiliser, certains utilisent le soi. Donc, la manière dont on se ressent va changer, la manière dont on perçoit les objets va changer, c'est-à-dire qu'il va y avoir moins d'objets qui se présentent. Et la manière dont on perçoit le temps va changer. Donc là, là, on est au cœur de notre exploration. C'est ça qu'on va maintenant explorer. C'est comment le soi, les perceptions et le temps vont et viennent dans notre expérience, sont créés ou non dans notre expérience. Donc, prenons un exemple, tout le monde peut comprendre comment cette création se passe. Le principe en soi est assez simple à comprendre. Imaginez par exemple, on est dans un groupe de personnes ou à une conférence, et puis on pose la main, on lève la main pour poser une question. Ah, on est un peu timide, mais bon, on lève la main pour poser une question, et là on pose une question, et la question fait rire tout le monde, par exemple. Ou la manière dont c'est répondu, ça amène un peu le regard sur nous et la risée sur nous. Automatiquement, on va ressentir, on va peut-être avoir la chaleur qui monte au visage, une sensation de timidité, de honte, peut-être de la colère. Ah, il va y avoir du regret d'avoir posé cette question. À ce moment-là, je pense qu'on peut tous, c'est juste un exemple, essayer de ressentir ce moment-là. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, la sensation de soi isolé des autres est très forte. C'est solide comme un bloc. Le soi est très fort à ce moment-là. À ce moment-là, les perceptions, tout, les rires, les autres, les objets, tout à ce moment-là est très solide et séparé de nous. Et à ce moment-là, chaque seconde, eh bien là, le temps est affecté par ce moment-là, dans ce moment-là. Beaucoup plus que dans un moment normal où il n'y a pas ce genre d'émotion qui solidifie le soi. Et à ce moment-là, la sensation du temps, la sensation de soi et l'attachement aux objets et aux perceptions extérieures, c'est beaucoup plus léger. D'accord ? Il y a une échelle là et on varie dans cette échelle dans notre quotidien. Mais avec la méditation, on peut aller bien plus dans la déconstruction de cette échelle. Bien plus profondément la déconstruction de cette échelle. Parce que dans certains moments de méditation, quand tout se pose, quelle que soit la manière dont on approche ici, on va l'approcher à travers la reconnaissance de la permanence. Mais quelle que soit la manière dont on y arrive, quand on se pose, quand on a lâché l'attrait et l'intérêt pour les phénomènes, c'est une forme de méditation dont je parle. On n'est plus intéressé par les phénomènes. On n'est plus en train d'observer une émotion. On n'est plus en train de se concentrer sur un truc. On lâche l'attrait pour les phénomènes et quand on se pose, peu à peu, ce qu'on va constater, c'est que la sensation de soi change. En général, vers une sensation de dilatation, quelque chose de beaucoup plus vaste et de beaucoup moins spécifique. On est moins ceci ou cela. Là, à ce moment-là, et on peut tous le constater, à quel que soit le niveau de notre expérience, on peut constater qu'il y a des moments où la sensation de soi diminue, les sensations physiques aussi, là, donc les perceptions, là, la sensation de soi diminue, les sensations extérieures et les sensations physiques sont des sensations extérieures, des phénomènes. Les sensations physiques et tous les phénomènes extérieurs diminuent, sont moins perceptibles. On pourrait dire sont moins construits. Dans le principe de la physique quantique, par exemple, il y aura moins une construction de la réalité. Neurosciences, pareil, construction de la réalité, j'y reviendrai. Donc, quand l'esprit se pose, il construit moins un sens de soi,
très élaboré, comme parfois on a un sens de soi très élaboré. Là, on a un sens de soi très basique, très simplifié. On a un sens des objets très simplifié, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de phénomènes qui se présentent. Et le temps, la sensation du temps est beaucoup moins présente. Donc le temps est affecté. Ces trois-là vont toujours aller et venir ensemble. Et ça, c'est quelque chose que je vous propose qu'on essaye de réaliser dans nos méditations. Comment et jusqu'à quel point, c'est une question qu'on garde et qu'on chérit, jusqu'à quel point est-ce que notre perception de la réalité est une construction? Je ne suis pas en train de dire que c'est totalement une construction. Oh non, je ne suis pas en train de dire ça. Je me demande juste jusqu'où il y a construction. Et c'est ça qu'on va explorer pendant ces 3 mois. Comment se produit la construction? Qu'il y ait construction, personne ne peut le nier. Parce que si on regarde dans notre propre expérience, on peut voir que à tous les niveaux, on peut voir déjà à certains niveaux facilement comment, si quelqu'un nous dit une chose un peu déplaisante, on peut construire tout un monde avec ça. C'est une construction. C'est juste une construction. Ça n'existe pas. C'est une construction de l'esprit. Si on cherche un peu plus profondément, on peut voir que ce qu'on appelle l'ego est une construction qui existe de par, c'est un phénomène mental, l'ego. Ce n'est pas, on peut pas dire que ça existe en soi. Et la construction de l'ego est un processus extrêmement important. On a besoin d'un bon ego, bien construit, résilient, qui fonctionne. Mais ça n'en reste pas moins, vu d'une certaine perspective, une construction qui s'est produite dans le temps et qui est un phénomène mental. Donc des constructions, on peut en voir tout le temps dans notre quotidien. On, au niveau psychologique, on peut dire sans aucun doute qu'on construit une grande partie de notre réalité. Et dans ces constructions, il y en a énormément, il y en a beaucoup qui ne fonctionnent pas bien. C'est là qu'on revient à une certaine libération. On construit une identité, on construit des relations, on construit des images, et il y a beaucoup de ces images qui ne fonctionnent pas bien en fait. Et qu'on va pouvoir, du coup, quand on voit un petit peu plus clair dans le processus et la nature de la réalité, on va pouvoir prendre une certaine distance avec ces images qui fonctionnent mal. Donc, on va, en méditation, utiliser ce premier point de vue, Anitya, pour à la fois pour nous permettre de lâcher prise sur l'attrait qu'ont les pensées et les phénomènes, de manière à ce que quand on lâche l'intérêt et quand on lâche du coup, il y a l'activité mentale qui diminue. Et à ce moment-là, on va se retrouver avec une expérience de la réalité qui est beaucoup moins construite, moins développée. Le soi est moins développé, le temps est moins présent, il y a moins d'objets qui se présentent, moins de phénomènes, moins de perceptions. De ça, de la réalisation de ce principe de construction, vient la possibilité de se libérer des aspects de la construction toxique de l'ego. Ce qu'on appelle l'ego dans le sens le plus toxique du terme, je vais dire. Parce que ce mot-là aussi, il est très difficile. Ah, le temps passe à une vitesse. Bon, j'espère que vous êtes toujours bien avec moi. J'ai l'impression de commencer là. Normalement déjà à la fin du discours, mais donnez-moi juste le temps de voir si j'en ai dit assez pour que ça ait du sens, essayez de voir.
Ok, donc je continuerai sur cette lancée, le discours de l'après-midi. Là, je vais guider une méditation, donc c'est avec juste suivre en fait les indications pour faire cette exploration, tout en gardant toujours à l'esprit que ici, notre but est un peu différent d'habitude. D'habitude, le but, on va dire, enfin, je parle d'habitude, je ne sais pas quelle est votre habitude, mais souvent dans la méditation, ce qu'on cherche, c'est la paix de l'esprit. Et ici, on cherche la paix de l'esprit, mais pas juste la paix de l'esprit. On cherche aussi à voir que quand l'esprit est en paix, il construit moins une réalité. Voilà, ça c'est le but de l'exploration. Quand l'esprit est en paix, il construit moins de réalité, moins de soi, moins de perception. Donc, réellement, c'est pas une manière de dire réellement, quand l'esprit est en paix, il y a moins de perception. Nisargadatta Maharaj, un de mes grands maîtres, disait tout le temps quand when the mind is totally still, there is no world. Quand l'esprit est complètement silencieux, le monde n'existe pas. Ce qui nous ramène à la physique quantique, hein, où Einstein qui disait « Moi, je ne suis pas d'accord avec les interprétations actuelles de la physique quantique parce que je pense que la Lune existe même quand je ne l'observe pas. » Vous voyez, il y a des liens là qui sont assez forts. Bref, juste notre intérêt, notre but dans les méditations qu'on va faire maintenant, ce n'est pas juste de trouver la paix de l'esprit, ce n'est pas juste de faire l'expérience, c'est de comprendre. C'est ça le lien entre la méditation et la philosophie. C'est pas juste de faire l'expérience du silence, c'est de comprendre cette échelle qui fait que on peut aller dans les plus grandes profondeurs du silence et de remarquer à cet endroit-là que quand nous sommes dans des grandes profondeurs silencieuses, il y a peu de perception, il y a peu de soi et il y a peu de temps. De voir ça, de remarquer ça et de comprendre ce qui crée le contexte dans lequel le temps, le soi et les perceptions apparaissent et ce qui crée le contexte dans lequel le temps, le soi et les perceptions disparaissent. C'est un sacré projet. Hein. On y va tranquille.